Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin dans l'OM au café. La petite musique était sur mon téléphone, donc voilà, on va la baisser, la musique de l'OM au café évidemment, parce que j'ai le chat bien connecté, j'ai le chat à gauche, j'ai le chat YouTube à droite, puisque c'est une nouveauté depuis quelques émissions. On stream également sur YouTube, donc n'hésitez pas sur cette plateforme aussi à nous mettre un petit pouce, ça nous permettra aussi d'être un peu mieux référencé, donc voilà, ça permettra aussi de faire un peu plus d'émissions aussi. Et on est évidemment aussi connecté sur Twitch comme d'habitude avec les fidèles. Ça fait plaisir, moi aussi, Sauna, de vous revoir. Ça faisait un petit moment. Là, on commence la semaine tranquillement. Ça va nous emmener jusqu'à samedi 17h et ce match contre Lens. Donc voilà, on va essayer, Macteur le nul, en tout cas, de jongler sur les deux. Je pense que voilà, sur YouTube, pour l'instant, c'est pas forcément une habitude pour tout le monde. Donc j'en vois quand même certains qui sont connectés, notamment Samir Belfodil et Maynes qui sont là bien connectés. Donc voilà, ça fait plaisir. On va essayer de prendre un maximum de messages un petit peu sur tous les chats, essayer de jongler entre les deux. Et voilà, donc ça fait plaisir. Chris, moi aussi très heureux de te retrouver. La musique, c'est Justice, We Are You, Friend, Charlie Goyard, exactement. Va-t-on être sanctionné pour les incidents du dernier match contre Auxerre? Non, je pense pas pour l'instant, donc il n'y a pas forcément d'infos là-dessus. El Paseo, tiens, qui commence tambour battant. Vu que Lyon a des soucis, est-ce intéressant de récupérer certains joueurs de leur centre de formation pour le nôtre? Alors, il y en a un que j'aime bien là, j'ai oublié son nom. À un jeune que j'ai commenté en plus pendant pas mal de fois en jeune, qui a fait quelques apparitions en pro. J'ai un trou là sur son nom. C'est un attaquant, un petit métis là, un attaquant qui est pas mal du tout à Lyon. Je sais plus son nom, j'ai perdu son nom. Ça pourrait être intéressant de le récupérer. Après avoir aussi les problèmes lyonnais où ça va atterrir. Donc pour l'instant, soyons plutôt patients là-dessus. C'est sûr que dans leur effectif pro, déjà, il y aurait des joueurs intéressants à aller chercher, mais je ne suis pas sûr que ce soit forcément dans nos moyens financiers pour l'instant. Moi, je vois beaucoup parler de mercato déjà. Je pense qu'il faut être un petit peu attendre. On est en 11 journées, on est 3e du championnat. Laisser le temps un petit peu de mettre en place les choses que Roberto De Zerbi et la direction souhaitent mettre en place. Je pense que voilà, c'est un peu tôt pour parler de recrutement. Peut-être, c'est sûr qu'il y a certains manques. On cible la défense, mais moi, c'est pas forcément l'axe que je renforcerais en priorité. Il y a peut-être le poste de latéral droit qui peut poser question. On parle toujours de Kylian Sildia. Je sais qu'il est pas forcément. Vous n'êtes pas forcément fan de lui dans le chat. Ça, je le sais parce qu'on en a pas mal discuté. Là, il a fait plutôt un bon rassemblement avec les Bleuets. Il a fait 2 passes décisives, il me semble, et là surtout sur le dernier match, il a fait une passe décisive pour l'égalisation en fin de match. Bon, après, j'ai pas vu tout le match de Sidia, donc je pourrais pas me prononcer, mais c'est peut-être trop léger, comme tu dis, Will. Là, je vois ton message dans le chat. C'est peut-être un peu léger, surtout qu'il est pas titulaire à Fribourg. On parle pas non plus du Bayer Leverkusen ou du Bayern Munich, donc il est pas titulaire à Fribourg. C'est ça, moi, le petit i que j'émettrais. Moi, j'étais plutôt pour le recruter cet été. Après, là, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de le voir jouer avec Fribourg, donc là, moi, je mettrais peut-être des réserves pour le recruter cet hiver. Il y aura peut-être d'autres options à prendre sur ce côté droit, parce que c'est sûr qu'il faut le renforcer. Lirola, c'est peut-être un peu juste. Murillo aussi, on sent que c'est solide et c'est assez propre défensivement, mais offensivement, ça manque un petit peu de tranchant. Sur ce côté droit, je ne sais pas qui on pourrait aller chercher. Il faut trouver un joueur qui sera disponible et qui ne va pas coûter non plus trop cher pour nos finances. Donc un joueur qui est aussi en manque de temps de jeu peut-être. Donc
y a des joueurs comme ça, je pense là notamment là, en parlant de ça, je pense notamment à Tomiyasu, le latéral droit d'Arsenal, qui joue pas du tout avec Arsenal, mais qui, à mon sens, n'est pas un mauvais latéral droit. À chaque fois que je l'ai vu jouer, je trouve qu'il a fait des bons matchs. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant d'aller sur ce type de piste-là. Pourquoi pas en prêt, avec option d'achat. On verra en tout cas sur ce poste-là. Mais il n'y a pas tellement de milieu offensif qu'on pourrait prendre. Kri, je sais que beaucoup parlent aussi d'Abdelli. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu mesuré sur ce joueur-là. On n'en a pas vu assez pour pouvoir aussi se prononcer. On était tous contents de l'arrivée d'Azdine Ounahi. Après, c'est pas parce que Azdine Ounahi aussi a floppé à l'OM que forcément tous les joueurs qu'on va recruter d'Angers vont être mauvais. Donc, mais moi, de ce que j'ai vu d'Abdelli, ça m'a pas non plus convaincu. Je veux dire, je le vois pas forcément meilleur qu'Amin Harit ou que Ismaël Koné à ce poste-là. Donc moi, si c'est vraiment prendre un joueur pour aller pour avoir une vraie plus-value dans l'effectif, ok. Si c'est prendre un joueur pour juste faire le nombre, ça va pas m'intéresser. Donc moi, pour l'instant, je trouve qu'on a un effectif malgré tout, ce qu'on peut dire de qualité. Je pense que voilà, il faut qu'on prenne un peu plus confiance aussi dans le jeu, qu'on prenne un peu plus de risques et qu'on laisse aussi à Roberto De Zerbi le temps de mettre en place ce qu'il souhaite mettre en place. Non, j'ai pas regardé le match de Balerdi. J'ai regardé un petit peu les résumés, ce qu'on disait notamment dans la presse en Argentine. Je me suis basé surtout sur ESPN Argentina pour rien ne te cacher ses foufas de ce qu'on a dit du match de Balerdi. C'était un match plutôt solide. Il s'est bien rattrapé après son match contre le Paraguay où il avait été un peu tensé dans la presse. Même si bon, je n'ai pas forcément vu une grosse erreur de Balerdi, il fait faute sur le coup franc, après peut-être une mauvaise appréciation de la trajectoire. Il y a aussi Otamendi qui est sur le coup, donc voilà, pas forcément le seul fautif, mais il avait été en tout cas bien ciblé et bien critiqué après sa prestation contre le Paraguay. Là, c'est une prestation beaucoup plus solide, donc on a vu qu'il a fait aussi preuve de caractère. Ça va lui faire du bien peut-être aussi pour revenir avec l'Olympique de Marseille. Tiens, sur YouTube, qu'est-ce qu'on dit? Moi, ce qui me fait rire, c'est que la Ligue 1 vend des pubs avec les fumigènes, mais en réalité nous sanctionne. Oui, c'est vrai que c'est souvent comme ça, malheureusement. El Melaili, oui, qui avait fait un bon match, mais lui, c'est pareil aussi, des comportements un peu compliqués. Il n'est pas forcément très régulier, parce que évidemment, on va forcément noter les matchs d'El Melaili et de Belaili par rapport à ce qu'ils ont fait. Par rapport à ce qu'ils ont fait contre l'Olympique de Marseille, mais après il faut aussi regarder les autres rencontres contre Marseille. Alors ils sont capables de se sublimer parce que ça reste des joueurs de qualité, ils ont une belle technique, ça reste des joueurs professionnels et ce sont des bons joueurs, je pense, mais après il faut voir aussi sur la durée s'ils sont capables de répéter ce type de prestations et pour l'instant à Angers je suis pas sûr que ce soit forcément toujours le cas, donc il y a beaucoup d'irrégularités, donc voilà. J'essaye en tout cas l'Opsi, j'essaye de jongler entre les deux. Évidemment pour essayer de satisfaire tout le monde entre YouTube et Twitch. Ramener Thiago Almada à la maison, oui, bah après peut-être que il était censé signer à Lyon, à mon avis avec les problèmes lyonnais ça va être compliqué, il devrait rester au Brésil où il a l'air de s'épanouir en plus, donc tant mieux. C'est vrai que c'est un nom qui est revenu souvent du côté de l'OM ces dernières saisons, mais bon pour l'instant il n'y a rien avec l'OM. Tiens, Charlie Goyard qui nous dit: l'effectif est de qualité, mais je pense qu'il faut arrêter de s'inventer une vie en ne faisant pas jouer les joueurs à leur poste. On a un grand espoir au poste de DC droit en la personne de Meïté qui a montré des choses l'an passé avec un état d'esprit bien plus solide que Brassier. De manière incompréhensible, il est à la cave totale. Bah, incompréhensible ou non. Après, il y a eu cette blessure. Il y a eu cet été. De toute façon, on en a parlé à longueur d'émission. Romain Canuti, Romain Herring sont revenus sur son cas plusieurs fois. Il y a eu ce problème en fin de saison dernière qui l'a beaucoup impacté. Il y a eu aussi cette préparation où il n'a pas forcément donné satisfaction. Et puis après, il y a eu cette blessure au psoas. Donc voilà, lui aussi, mentalement, c'est compliqué.
à l'entraînement, c'est pas peut-être pas forcément le meilleur non plus. Il montre pas forcément des qualités qui font dire au coach qu'il devrait jouer et s'imposer dans cette charnière centrale là. Donc c'est compliqué. On a recruté aussi Lilian Brassier, donc c'est pour lui faire de la place et pour lui faire confiance. Donc il y a eu cette volonté-là. Ça a été il était d'accord, Roberto De Zerbi, pour recruter Lilian Brassier. Donc tu peux pas aussi non plus mettre à la cave Lilian Brassier. Moi, je crois beaucoup et je crois toujours en Bamo Maïté. C'est un joueur que moi j'apprécie. Je trouve même que les critiques qu'on peut faire à son égard par rapport à ses problèmes de relance ou son manque de qualité technique ou dans la relance, je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que c'est quelqu'un d'assez sûr derrière et techniquement. Je trouve que c'est un défenseur qui a une bonne lecture du jeu, qui est solide dans les duels. Après là, je pense que son début de saison, et par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est compliqué aussi ça a été compliqué de le mettre, mais il aura peut-être sa carte à jouer si Lilian Brassier continue à être défaillant, Cornelius qui ne revient pas tout de suite, qui est encore blessé. Donc voilà, si voilà, les prestations des autres ne conviennent pas, évidemment que Bamo Maïté aura sa chance. De toute façon, Corben Dallas multipass. Bamo Maïté, c'est prévu qu'il revienne dans l'équipe ou c'est juste une appréciation des journalistes? Non, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion, en tout cas par rapport aux problèmes défensifs et surtout individuels de certains. Pour l'instant, de toute façon, Balerdi, lui, est pour l'instant indéboulonnable, puisqu'en plus c'est le capitaine de l'équipe, donc lui il est titulaire d'entrée de jeu. Et je pense que c'est pas forcément, ça serait pas forcément logique de le mettre remplaçant, parce que moi je trouve pas qu'il fasse non plus un début de saison catastrophique. Évidemment, on retient ces dernières prestations qui n'ont pas été bonnes, mais bon, je pense que si on veut juger le début de saison de Balerdi, il faut prendre l'entièreté des matchs. Et je trouve que des fois on a tendance à un peu trop oublier ou retenir que le négatif. Mais après sur Bamo Maïté, je pense qu'il peut avoir son mot à dire, honnêtement, si Brassier continue à être défaillant. Mais pour l'instant, la priorité, c'est aussi de donner de la confiance à Lilian Brassier. Moi, j'avais vu à l'entraînement la dernière fois avec Loïc Lachaud que j'avais trouvé plutôt bon, Lilian Brassier, à l'inverse d'un Bamo Maïté, justement, que j'avais trouvé en difficulté à chaque duel. Donc après, c'était un entraînement, on va pas juger sur un entraînement. Après, sur le côté, Charlie Goyard, je vais aller un peu plus loin. Sur le côté, il faut faire jouer les joueurs à son poste. Moi, j'ai entendu pas mal de choses sur Adrien Rabiot. Je pense que déjà s'il le fait jouer relayeur droit, c'est en accord aussi avec le joueur. Il y a eu une discussion avec le joueur, donc le joueur est pas réticent du tout à l'idée de jouer à ce poste-là. Il est capable de le faire aussi. Dire qu'il a fait un grand match avec l'équipe de France parce qu'il était relayeur gauche, déjà c'est pas être juste, parce que si on regarde et on analyse correctement le match, il a pas fait un très bon match, Adrien Rabiot, mais comme il a marqué 2 buts, on va retenir que ça, et c'est ça qui me dérange aujourd'hui dans le foot aussi d'aujourd'hui et des stats, c'est qu'on retient, il a marqué 2 buts donc il a fait un grand match. Non, si tu regardes, il a été aussi pas mal de fois en difficulté quand il avait le ballon, quand il était pressé, et pourtant il était relayeur gauche. Je l'ai vu perdre des ballons aux abords de la surface de réparation qui ont mis en danger aussi l'équipe de France, surtout en première période. J'ai pas vu un Adrien Rabiot beaucoup plus rayonnant que ce que j'ai vu de lui à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi analyser les prestations assez justement, et je trouve sur le cas Rabiot, notamment son match contre l'équipe de France, je trouve que ça n'a pas été fait, parce que son match n'a pas été extraordinaire. C'est bien pour la confiance qu'il ait marqué 2 buts, et j'espère que ça va lui permettre de lancer un petit peu sa saison. Mais après, au-delà dans le jeu, j'ai pas vu un Adrien Rabiot beaucoup plus fort que ce qu'il a montré à l'OM. Je vais continuer la petite discussion, après je prendrai d'autres messages évidemment, mais Charlie Goyard qui me redit: en fait je ne comprends toujours pas comment Kondogbia est soudainement passé devant tous nos défenseurs centraux, Cornelius, Brassier et Maïté dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Moi ça me rend dingo. Ça pour le coup je te rejoins. Après ça, il justifiait cela, Roberto De Zerbi, par le fait que Kondogbia était un meilleur relanceur. Moi je comprends
pas trop cette option-là, alors que tu avais Cornelius qui avait montré contre Montpellier, alors certes contre une adversité moindre, mais qui avait montré contre Montpellier de belles choses. Donc autant donner la confiance à Cornelius. Et puis après Kondogbia, on a fait aussi pas mal d'émissions et dans le chat, beaucoup de personnes après son match contre Lyon disaient que finalement Kondogbia en défense centrale, c'était peut-être son poste et fallait le mettre à ce poste-là. Donc je dis pas que c'était ton cas, Charlie Goyard, mais il y en a beaucoup. Et comme ça marche pas, on retourne un petit peu la veste. Et puis c'est facile après de taper sur. Mais j'ai vu pas mal de messages passer où après le match de Kondogbia contre Lyon, beaucoup disaient que Kondogbia, et on en a fait des débats en plus sur l'OM au café. Moi, je me posais des questions sur le côté viable de Kondogbia en défense centrale. Pour l'instant, il n'a pas forcément rassuré. Mais par contre, pour le coup, je serais d'avis de mettre un défenseur de métier, évidemment. Tiens, Olivier Jean sur YouTube nous dit Kondogbia beaucoup trop lent derrière. C'est vrai que ça pose problème. Brassier n'est pas forcément très rapide non plus. Donc, et Cornelius, c'est pas forcément sa principale qualité. Pour moi, Kondogbia, son poste n'est pas de jouer en défense. Oui, non, mais je pense qu'on est d'accord de toute façon là-dessus. Kondogbia sur le banc, pour Moineau, je pense que c'est ce vers quoi on se dirige. Ça a été le cas dernièrement, donc avec Brassier qui a retrouvé son poste de titulaire. Après, de toute façon, voilà, la saison va être longue. Il y aura peut-être aussi à un moment donné des joueurs suspendus, des joueurs blessés. Donc, on va pas jouer qu'avec 11 joueurs. Donc, on aura aussi besoin de Kondogbia. S'il est sur le banc et il va être capable aussi de rentrer au milieu. Je trouve qu'il a pas fait non plus un début de saison catastrophique. Geoffrey Kondogbia, il a fait des bons matchs au milieu de terrain. Aujourd'hui, avec les milieux qu'on a, avec Højbjerg, Rabiot, que ce soit Koné, même selon moi Rongier, ils sont au-dessus de Kondogbia, donc ça c'est sûr. La place de Kondogbia, c'est sur le banc du 14e de Ligue 1. Ouais, ZDMAE, je pense que vous êtes un peu dur avec Kondogbia. La forme de l'OM dépendra aussi d'un retour de Merlin avec sa forme de début de saison. Oui, ça peut jouer aussi. C'est sûr que d'avoir un vrai latéral gauche, mais bon, moi, son match contre Nantes, j'avais bien aimé dans l'utilisation du ballon, dans sa qualité technique, sa capacité à ressortir aussi proprement les ballons. Après, je trouve qu'il a un peu péché physiquement, et contre Auxerre, son match a été catastrophique. Mais bon, on va pas non plus pareil juger son début de saison sur ce match-là contre Auxerre. Ce serait pas forcément juste. Kondo pour garder la glacière. Vous êtes dur, hein, vous l'aimez pas. C'est vrai que vous l'aimez pas trop ce Kondogbia. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, avec le milieu qu'on a actuellement, c'est plutôt logique qu'il aille sur le banc. Tiens, Lania prototype qui nous dit Rouli et qui nous propose sa composition d'équipe. Rouli, Merlin, Cornelius, Meite, Rongier, Kondogbia, Højbjerg, Rabiot, Greenwood, Mopé. Ah oui, toi t'y vas fort parce que t'enlèves du coup Leonardo Balerdi. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Moi, je trouve que Balerdi reste malgré tout notre meilleur défenseur central. Après, Cornelius, Meite, c'est une charnière qu'on n'a pas forcément vue non plus. Donc ce sera un peu prématuré. Et puis Rongier latéral droit, c'est pas forcément non plus son poste, c'est pas le joueur le plus rapide de notre effectif. Il le sait en plus que c'est pas forcément sa qualité première, Valentin Rongier, la vitesse. Il avait pu le faire avec Sampaoli en jouant latéral droit, parfois même dans une défense à 4, mais c'était assez rare, mais il l'a fait, et également plus dans un rôle de piston un peu hybride. Mais le poste de Valentin Rongier, c'est au milieu de terrain. Moi, là où je le préfère, c'est au milieu de terrain. S'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être le remettre au milieu. Alors, ce sera peut-être un poil défensif, et encore, ça dépendra de aussi ton animation. Mais ça manquera peut-être un peu de créativité. Rongier pas forcément capable de faire ce que fait Harit ou Koné, même si on l'a pas forcément vu Koné, mais de faire ce que fait Harit, surtout balle au pied, mais dans la récupération, il pourrait être très très intéressant en tout cas.
Tiens, je crois qu'on a Ahmed. On a Ahmed au téléphone qui est connecté avec nous. Est-ce que Oui, tu m'entends, Ahmed? oui, je t'entends bien, Sim. Ah, parfait. Alors, sur quel sujet tu voulais réagir ce matin? Tu voulais peut-être lancer un débat même de ton propre Ouais, chef? ouais, en fait, hier, ou avant-hier, j'ai regardé le talk, en fait, et on parlait un peu de l'animation de jeu de Zerbi. Mhm. Et en fait, il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ce qu'il veut insuffler à l'équipe. C'est vrai que c'est un coach qui a beaucoup de certitudes, qui veut amener un certain style de jeu. Mais je me demande pourquoi il ne peut pas adapter son style de jeu juste pour un moment. Parce que c'est vrai que quand on parle d'adaptation, on se dit, ouais, ben, s'il commence à s'adapter, finalement, il ne pourra pas installer le style qu'il veut. Et je me dis, ben, peut-être trouver un système hybride, en fait. Je donne un exemple. Dans les relances, il veut beaucoup s'appuyer sur ses défenseurs. Pourquoi ne pas faire reculer peut-être Højbjerg entre les deux défenseurs et refaire partir les relances à ce niveau-là? Enfin, c'est un peu la réflexion que je voulais apporter. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est-à-dire, tu voudrais remettre Højbjerg derrière, en fait, ou c'est plus dans Non, l'animation? pas vraiment, mais plus dans l'animation de jeu. À partir du moment où on fait les relances de balles, on arrive à voir, tu sais, le 6 qui vient entre les deux défenseurs centraux qui s'écartent un peu. Et puis derrière, ça permet peut-être aussi d'attirer un peu plus le bloc, de l'étirer un peu, le bloc adverse, je veux dire. Ouais, non, ça peut être une solution aussi dans l'animation. Il l'a un peu fait en plus, Højbjerg, à un moment parce que ses défenseurs ne prenaient pas forcément trop d'initiatives et de risques contre Auxerre, et à un moment donné où Højbjerg est redescendu très bas. Après, la volonté aussi de Roberto De Zerbi, c'est de trouver des triangles de passe au milieu de terrain. Donc, il a ses milieux et ses défenseurs qui sont très rapprochés. Donc, le but aussi est d'attirer les milieux pour libérer un petit peu les côtés. On n'a pas forcément très bien fait dans nos matchs, j'allais dire contre Auxerre, mais même dans la plupart de nos matchs, on l'a pas forcément très bien fait parce qu'il y a aussi un peu une peur de la part de nos défenseurs de relancer comme ça. Ça pourrait être une solution de faire redescendre un peu d'un cran Højbjerg et de lui laisser cette responsabilité-là à la relance, mais ça veut dire que tu perds aussi un milieu de terrain. Ça demandera aussi à ton numéro 9 de décrocher un peu plus. Et pour l'instant, on l'a vu que dans ces décrochages-là, que ce soit Wai ou que ce soit même Mopé, ils sont pas forcément très bons. Alors Mopé a été plutôt bon dans ce rôle-là contre Nantes. Je l'avais trouvé très bon dos au jeu. Contre C'est Auxerre, vrai. ça a été un peu plus compliqué avec des remises qui étaient vraiment ratées, techniquement pas justes. Et Wai, on l'a vu dos au jeu, il doit énormément progresser. Donc, je sais pas. Honnêtement, Ouais, je sais pas. après peut-être Merlin aussi qui s'intercale dans le milieu, peut-être que ça peut apporter une solution et sur des circuits de passe très courts au niveau des sorties de balles, en deux trois touches, tout de suite se projeter vers l'avant, peut-être que c'est une piste à explorer. Ouais, non, mais c'est clair, hein, ça peut être une piste à explorer parce qu'en plus, avec la qualité de relance, la qualité de passe aussi de Højbjerg, ça pourrait être intéressant. Et c'est peut-être aussi, justement, en ce sens-là, qu'il voulait avoir Geoffrey Kondogbia derrière à un moment donné parce que lui, il est capable, ce Kondogbia, sur une passe, casser les lignes ou même sur un gelon. Il a une bonne qualité de gelon. On l'a pas forcément souvent vu à l'OM, tu me diras, mais c'est aussi en ce sens-là qu'il avait mis Kondogbia derrière. Moi, je comprenais la volonté de Roberto De Zerbi. Mais après, une fois que tu demandes à Kondogbia de défendre ou de gérer la profondeur, c'est beaucoup plus compliqué. Peut-être que De Zerbi l'avait pas forcément mis dans son équation ça. Il pensait surtout à sa relance et quand il aura le ballon. Mais quand il n'a pas le ballon, c'est un peu plus compliqué de défendre avec Kondogbia derrière. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il avait mis C'est vrai. Kondogbia derrière au départ. Mais ton idée d'Højbjerg est pas forcément si bête que ça, honnêtement. Et c'est quelque chose qu'on pourrait voir sur les Oui, prochains c'est matchs. ça. Mm. C'est ça, le temps que les défenseurs se remettent à niveau, je pense que Cornelius aussi, s'il en revient et qu'il revient bien, comme on a pu le voir, je pense que c'était à Montpellier, ça peut aussi faire du bien. Ça peut aussi faire du bien. Tiens, il y a un message de Nacho dans le chat et on va profiter que tu sois avec nous, Ahmed, ça fait plaisir. Donc, je vais te lire aussi un petit peu les messages dans le chat et je vais te demander ton avis puisque c'est le but aussi que tu nous le donnes. Nacho qui nous dit ces triangles de passe au milieu dont on parle là depuis tout à l'heure ne marchent pas contre des milieux travailleurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, je pense qu'il y a du vrai dans ce que Nacho dit, mais après, c'est aussi une question de confiance. Je pense que dans nos entames de match, à partir du moment où on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on veut mettre en place, ben, on perd en intensité. Et du coup, ben, forcément, si en face, on a des milieux qui viennent nous chercher, tout de suite, je sens plus de panique au niveau des joueurs et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à développer le jeu, je pense.
Ouais, non, mais c'est vrai que moi, je suis assez d'accord. Je pense que pour l'instant, ça marche pas forcément parce que déjà, on n'a pas on montre pas une qualité technique extraordinaire. Même Adrien Rabiot, On hein, je manque l'ai de vu rater pas certitude. mal de passes, pas mal de contrôles. Tu me disais, Ahmed, vas-y. Ouais, je disais, on manque de certitude dans le sens de ce que tu dis. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on verra. Mais bon, en tout cas, c'était une belle analyse, Ahmed, ce matin. Tu voulais rajouter quelque chose, Merci. peut-être? Ouais, juste saluer le travail que vous faites au Phocéen. Franchement, c'est top. Hein. Vous nous faites vivre l'OM jour après jour. Donc voilà, juste vous féliciter et continuer comme ça. Bravo. Ah, merci, en tout cas, ça fait merci, c'est très gentil et on essaye en tout cas pendant ces périodes de trêve de continuer quand même malgré tout les émissions parce qu'il y a quand même toujours un peu d'Olympique de Marseille, il y a toujours des débats à mener donc ça fait plaisir et puis merci d'avoir C'est ça. appelé ce matin et d'être Ben, c'est un venu dans plaisir. l'émission. Merci beaucoup. Donc comme quoi, ouais, des fois c'est intéressant parce que on avait beaucoup critiqué le choix aussi de Højbjerg, défenseur central à Strasbourg. Finalement, bon, même si c'est pas ce que dit Ahmed, hein, Ahmed voudrait pas voir Højbjerg derrière ça a été le cas à Strasbourg, mais des fois il y a voilà des idées de jeu et c'est pour ça qu'on aime aussi débattre dans ces émissions dans l'OM au Café. Beaucoup critiquent Harit Iheanacho. Je vais reprendre ton message, je te lis beaucoup ce matin. Beaucoup critiquent Harit, mais techniquement, il manque, c'est sûr. Mais en fait, c'est ce qu'on dit depuis un moment et je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Le problème d'Amin Harit, c'est pas forcément sa qualité technique. On sait tous il a cette qualité-là, que c'est, comme on appelle, un joueur de ballon. Son problème, et là où il est il est très frustrant, c'est que il n'est pas assez régulier. C'est pas un joueur qui va te faire toute une saison à un très haut niveau. Il est capable d'avoir des moments très hauts, comme ça a été le cas contre Brest cette saison, où avant sa blessure, contre le Sporting notamment, on s'en souvient, son match avait été extraordinaire. Contre Monaco, sous Sampaoli, l'un de ses premiers matchs, qui avait été très très bon. Il est capable de te faire un bon match, mais après, derrière, il va passer à côté au travers de trois autres. Mais toujours est-il que je trouve que c'est le seul dans cet effectif-là, pour l'instant, à l'instant T, qui est capable de faire ce lien-là avec le milieu et l'attaque. Alors parfois, il y a trop de touches de balle, et évidemment, ça, on le déplore. Parfois, il y a un manque de justesse aussi. Mais aujourd'hui, dans l'effectif qu'on a, c'est sûr que il manque un petit peu dans le jeu, ça c'est certain. Et contre Paris, c'est dommage parce qu'il a été expulsé un peu trop tôt. Contre Lyon, on l'a vite perdu. Et contre Strasbourg, il est passé à côté. Mais moi, je trouve qu'en fait, des fois, on en fait un peu trop sur Amin Harit, ou en tout cas, il y en a certains qui l'ont pris en grippe et qu'ils prennent trop en tête de Turc. Et à chaque fois qu'on va perdre un match ou qu'on va faire une mauvaise prestation, c'est le premier qu'on va cibler. Et je trouve ça un peu sévère sur son cas-là, alors qu'au finalement, on est plutôt d'accord sur son cas. Quel match de la carrière de Roberto De Zerbi faut-il regarder pour comprendre sa philosophie de jeu? Il y en a beaucoup, déjà beaucoup de matchs à Sassuolo. Un match précis, je ne pourrais pas te le dire, mais sa saison qu'il fait avec Brighton aussi, tu peux regarder, surtout contre les grosses équipes. Il a souvent fait de très bonnes prestations contre les grosses équipes. Après, il s'est beaucoup adapté par rapport au championnat anglais et à sa tactique qu'il a adoptée à Brighton. Ce n'était pas forcément la même à Sassuolo. À Sassuolo, il avait justement plus le système de jeu qui commence à mettre en place contre l'OM avec ce 4-3-3, avec notamment ce qu'il a mis en place là ces derniers matchs à Marseille. Et je trouve que par rapport à nos milieux de terrain, par rapport au profil de nos milieux de terrain, je trouve que c'est le système système idoine en fait à mettre en place, parce que avoir Rabiot et un Ismaël Koné par exemple en milieu relayeur, je trouve ça intéressant, et c'est mettre aussi Ismaël Koné dans son meilleur poste. Je pense que un cran plus haut comme peut jouer Amin Harit, c'est pas forcément son rôle. Ismaël Koné a besoin de toucher un peu plus le ballon, de repartir un peu plus de derrière. Pour l'instant, on ne l'a pas forcément assez vu, mais des qualités qu'on a pu voir de lui, c'est vraiment ce poste-là de milieu relayeur. Et avec Adrien Rabiot, ça peut marcher aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus condamner Ismaël Koné dans ce poste-là, mais voilà.
OM 13-30, c'est vrai, quel joueur n'a pas été pris en grippe, ils y sont tous passés à la moulinette, c'est vrai, c'est un petit peu vrai. Faut arrêter au bout d'un moment, il est nul, on joue à 10 quand il y a Harit. C'est ton avis, je sais Lopsy que tu le portes pas dans ton cœur et que t'es souvent à charge sur Amin Harit. On sera jamais d'accord. Dire qu'il est nul, c'est pas vrai. Donc je suis pas du tout d'accord là-dessus. Ça ne fonctionne pas car on a 6 ou 7 joueurs trop faibles techniquement pour le jeu de De Zerbi. Il faut des joueurs d'un autre calibre. Ouais, non, mais les gars, pour l'instant, on est aussi au début de ce projet-là. GG, on a fini 8e, on peut pas non plus recruter que des cadors. Donc ça va se mettre en place petit à petit. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont pour l'instant défaillants techniquement, mais quand tu regardes, je pense que voilà, devant, que ce soit Rowe ou Greenwood, ils sont capables de jouer avec De Zerbi et d'avoir cette exigence-là technique. Højbjerg, Rabiot au milieu de terrain, c'est des joueurs techniques. Koné, quoi qu'on en dise, c'est un joueur technique. Merlin, c'est un joueur qui a une belle qualité technique. Alors on peut lui reprocher beaucoup de choses défensivement à Merlin et c'est là où il doit beaucoup progresser, mais techniquement c'est un bon joueur. Balerdi dans la relance, il nous a montré qu'il était capable d'être un bon relanceur, et Brassier à Brest la saison passée ça marchait plutôt bien. Alors c'était pas forcément le même jeu, la même pression, mais je pense qu'on a des joueurs d'une certaine qualité. En tout cas on a des joueurs pour jouer le haut de tableau en Ligue 1. Faut pas non plus voir notre effectif plus faible que ce qu'il n'est. En tout cas moi c'est mon avis. Je trouve pas qu'on ait un effectif moins bon que celui de Lens, ou beaucoup moins bon en tout cas que celui de Lille, que celui de Monaco, honnêtement. Après, pour l'instant, c'est juste que les principes de jeu de Roberto De Zerbi sont hyper exigeants. Ça met aussi du temps dans la compréhension aussi intellectuelle du jeu. Donc ça met du temps à se mettre en place. Il faut que les joueurs aussi intègrent ces principes-là, mais voilà, je pense que ça vient plus de là que d'autres choses. Après, il y a aussi le problème un petit peu peut-être mental au Vélodrome, ou avec la pression de l'environnement marseillais, mais honnêtement, je trouve pas qu'on a un effectif très faible par rapport à des effectifs des années précédentes. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de qualité. On a la chance d'avoir aussi 2 ailiers là pour le coup cette saison qui sont capables de faire mal aussi dans la percussion. C'est des choses qu'on n'avait pas ces derniers temps, qu'on pensait avoir notamment avec un Ismail Assar qui nous a extrêmement déçus. Mais quand tu vois Jonathan Rowe, les qualités qu'il a, Mason Greenwood aussi. Alors Mason Greenwood, il faut qu'il se fasse un peu plus violent, c'est comme Jonathan Rowe aussi, mais ce sont des joueurs qui ont quand même une belle qualité et qui peuvent faire mal aussi dans ce championnat-là. Donc moi, je suis pas autant alarmiste que vous ou que certains peuvent l'être dans le chat. Je suis pas à charge, je suis objectif, j'aimerais qu'il soit fort, mais quand il fait des passes en profondeur, je casse ma table. Oui, non, mais des fois, c'est sûr qu'il nous agace, il nous a tous agacés dans des matchs, mais tu peux pas me dire que c'est un mauvais joueur ou qu'il est nul. Dire qu'Amin Harit est nul, c'est pas une vérité. Alors dire qu'il est peut-être pas au niveau d'un très grand club, c'est ok, mais est-ce que l'OM aujourd'hui est un très grand club? C'est ça aussi. Non, mais c'est clair, le Dan, moi je suis d'accord, il faut toujours avoir à l'esprit où on était il y a 6 mois, mais on l'oublie très vite. Et puis c'est pareil, de toute façon au début de saison, tu gagnes 5-1 à Brest, tu dis que tu joues le titre, et puis après tu perds à Strasbourg, et j'ai l'impression que tu joues le maintien. Donc c'est toujours cette démesure-là, on est habitué à l'OM, mais c'est aussi une gestion aussi du coach, c'est à la direction, et c'est pour ça que je trouve que l'intervention de Mehdi Benatia là dernièrement RMC, elle était à propos, parce qu'il est venu aussi un peu calmer tout ça, calmer aussi la petite crise qui pouvait commencer à poindre. Donc
Moi, j'ai bien aimé son intervention à Mehdi Benatia. Il y a des petits propos que j'ai pas forcément très bien compris, mais dans la majorité de son intervention, la majorité de son intervention était plutôt bonne. Il nous manque un attaquant physique, ça c'est peut-être vrai. Par contre, il nous manque un attaquant capable de jouer dos au but. Ça c'est une réalité. Honnêtement, capable de garder les ballons aussi dos au jeu. Pour l'instant, on voit que ce soit Wai ou Mopé, ils ont du mal. Donc j'ai vu la question tout à l'heure passer dans le chat et il me semble que c'était sur YouTube, le chat YouTube, qui me demandait ce week-end plutôt Wai ou plutôt Mopé. Et c'est très, très dur à dire parce que après Nantes, moi j'avais été très convaincu du match de Mopé et je voulais lui donner ma confiance pour le suivant contre Auxerre. Et contre Auxerre, finalement, il m'a déçu parce que techniquement, il n'a pas été au niveau. Mais et l'entrée de Wai, j'ai trouvé plutôt en jambes. Alors il rate cette occasion-là, mais j'ai trouvé dans les intentions en tout cas et dans son envie quand il est rentré, je trouvais ça intéressant. Alors c'est pas suffisant évidemment, mais ouais c'est dur. Je saurais pas. Je saurais pas quoi dire honnêtement. Je saurais pas quoi dire sur l'attaquant à mettre ce week-end. Peut-être Wai, mais Wai, il faut aussi qu'il se fasse un peu plus violence s'il a envie d'être le grand attaquant qu'il dit vouloir être. À un moment donné, il va falloir qu'il progresse aussi dans beaucoup de secteurs. Dos au jeu, pour l'instant, il a du mal dans le jeu combiné aussi. C'est censé quand même être un attaquant plutôt adroit devant le but. Pour l'instant, il a raté pas mal d'occasions. Donc, il va falloir qu'il se fasse aussi un petit peu violence aussi dans le jeu dos au but, résister un peu plus aux défenseurs et aux charges. Alors, on va me dire que c'est pas forcément son profil, mais tout joueur peut et doit être en capacité de s'adapter et de progresser aussi sur ces domaines-là. Donc, mais c'est vrai que par rapport au fait de jouer son ancien club, à avoir envie de briller aussi dans un club où il n'a pas forcément réussi, où il a été en tout cas très critiqué, peut-être il y aura cette motivation en plus. Mais et puis c'est vrai qu'après il y a Moumbagna. Après Moumbagna, on parle de qualité technique de certains attaquants de l'OM, mais Moumbagna pour l'instant depuis qu'il a joué, il n'a pas forcément montré une grosse qualité technique. Alors lui, dos au jeu, pour le coup, il est capable de résister au duel et c'est un attaquant plutôt physique. Et dans l'idée là, et dans ce principe de jeu, c'est pour ça que De Zerbi d'ailleurs voulait compter sur lui en début de saison. Donc c'est peut-être pas anodin aussi, mais en tout cas lui, il doit beaucoup progresser. Pour l'instant, il n'est pas là, donc on peut pas non plus. Le problème actuel, c'est l'avant-centre qui n'arrive pas à résister aux défenseurs de haut jeu. GG, ouais, je suis plutôt d'accord là-dessus. Ça, c'est un gros problème. Et c'est peut-être un poste peut-être à prioriser au prochain mercato. Alors peut-être pas mercato d'hiver, parce que là tu as mis quand même beaucoup d'argent sur Eli Wai, mais peut-être au mercato d'été prochain, je pense que ce sera un des postes aussi à renforcer clé si Wai ne progresse toujours pas. Mais voilà, je pense qu'aussi on a un groupe assez jeune cette année qui peut encore progresser. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre trop le feu pour rien, honnêtement. On a tendance des fois à se mettre un petit peu le feu. On aimerait que tout marche rapidement. Des fois, les choses prennent plus de temps. Peut-être que ça ne marchera jamais aussi, le 2 Zerbi Ball, comme on l'appelle. J'aime pas ça, mais peut-être ça prendra peut-être un peu plus de temps. Peut-être que ça ne marchera jamais, mais honnêtement, au bout de 11 journées, on n'en est qu'au début et c'est que les prémices de ce projet-là avec De Zerbi. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre trop le feu. On vend tout le monde et on fait all-in sur Gyökeres. Ouais, mais regarde Gyökeres, Aubameyang. Aujourd'hui, c'est devenu la star, j'allais dire mondiale, mais je vais peut-être exagérer, parce que là, il vient de mettre un quadruplé avec la Suède, donc on en parle beaucoup, mais et puis il fait une saison extraordinaire avec le Sporting et surtout, il confirme sa bonne saison dernière et sa saison précédente, il me semble, c'était à Coventry, mais on te dit il y a 4-5 ans, tiens, l'OM va recruter Gyökeres, on se dit mais c'est qui ce joueur-là, il sort d'où, il n'a rien fait de sa vie. Aujourd'hui, voilà, on a fait le choix et finalement il a progressé, donc voilà pourquoi on va enterrer Eli Wai qui est un jeune joueur, 21 ans,
lui aussi pourra progresser. Des joueurs comme Jonathan Rowe qui découvrent aussi le haut niveau parce qu'il a connu que Norwich. Donc voilà, c'est des joueurs qui vont progresser. Greenwood, même s'il a connu Manchester United, c'est des joueurs qui vont progresser. Donc aussi, quelle patience tu vas avoir pour permettre à des joueurs comme ça d'éclore. Parce que si il était venu à Marseille, Gyökeres, qu'il rate 5 matchs, on aurait dit il réussira pas à l'OM et ça sert à rien. Donc à un moment donné aussi, c'est facile de dire voilà, il faut prendre Gyökeres parce que aujourd'hui il réussit, mais il fallait aller le chercher et sentir le coup comme l'a fait le Sporting il y a quelques années, il y a 2 ans. Mais voilà, c'est toujours compliqué. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu Doumé Blasi, il y avait eu cette info-là avec Harit, qui aurait dû partir peut-être au Zénith pour récupérer un 10 adapté au jeu de Zerbi. Oui, il y avait cette volonté-là. Après, il y a eu aussi la blessure de Carboni, dont Roberto De Zerbi comptait beaucoup, sur lequel Roberto De Zerbi comptait beaucoup. Donc je sais Aubameyang que tu plaisantais, je sais bien de toute façon on n'aura pas les moyens de se mettre sur Gyökeres, mais c'était intéressant justement de prendre cet exemple-là, Gyökeres, parce qu'il y a quelques années, on peut reprendre sa fiche de stats, hein. Là je vais la reprendre rapidement, on peut la reprendre rapidement, ses clubs précédents, mais s'il y a 2 ans, quand le Sporting va le chercher, on se dit on va prendre un joueur de Coventry. Voilà, donc avant c'était parce que bon, faut rappeler quand même que Gyökeres a 26 ans, il a pas 20 ans, donc là aussi il a pas mal progressé. L'année dernière, il fait une saison à 43 buts exceptionnelle. L'année d'avant, c'était avec Coventry 22 buts. Mais bon, quand tu me dis Coventry, c'est dans les bas-fonds du foot anglais. Avant, il avait fait Swansea, Brighton. Brighton, il fait 3 matchs, 3 titularisations pour 1 but. Après, il joue à Swansea, il fait à peine 12 matchs pour 3 titularisations. Puis après, il part à Coventry, où là, il commence petit à petit. Et sa première saison à Coventry n'est pas forcément non plus fameuse. 2020-2021, 19 matchs, 7 titularisations, 3 buts. Donc voilà, si en 2022-2023, on te dit qu'on prend Gyökeres, je suis pas sûr que tu aurais eu la patience de te dire bon, on va attendre encore un an ou 2. Donc voilà, Bubur, Ndiaye n'avait pas le niveau pour l'OM. Non, mais je compare même pas je parle même pas de Gyökeres par rapport à Ndiaye. Je reprends le message d'Aubameyang, mais je trouvais ça intéressant parce qu'aujourd'hui, en fait, on voit que si tu laisses le temps un petit peu, qu'avec la confiance, avec l'expérience aussi, tu peux devenir un joueur, un très bon joueur. Et aujourd'hui, il vaut des millions et tout le monde se l'arrache. Et il est même annoncé du côté de Manchester United. Donc voilà, peut-être que Eli Wahi peut encore progresser. C'est un joueur qui a des qualités honnêtement techniques. Après, il faut qu'il se fasse, comme je l'ai dit, un peu plus violence. Il faut qu'il se fasse mal. Il faut qu'il soit un peu plus tueur aussi devant le gardien. Faut qu'il arrête de jouer avec cette nonchalance-là. Donc il doit progresser aussi dos au jeu, dans son jeu combiné techniquement. Mais s'il est vraiment sérieux aux entraînements, s'il est à l'écoute aussi des consignes et des conseils de Roberto De Zerbi et de son staff, et je pense qu'il peut vraiment devenir un très bon joueur, Eli Wahi. Et il a en plus une marge de progression, et je viens d'énumérer toutes les phases de jeu où il peut progresser. Mais à côté de ça, ça reste un bon joueur, il est rapide. C'est censé être un joueur plutôt adroit devant le but. Moi, j'ai envie d'accorder encore ma confiance à Eli Wahi. Mais c'est intéressant, tu vois, Aubameyang qui me dit, moi je pense qu'il faut insister avec Wahi. Il a 21 ans, les gars, l'âge de Balerdi à son arrivée, Shine. Non, mais on a tendance à l'oublier un peu vite, des fois la jeunesse de certains joueurs, mais c'est pareil pour Jonathan Rowe, hein. Il a 22 ans. C'est pas parce que tu as des Lamine Yamal qui sont sur une autre sphère qui explosent à 16-17 ans, ou comme ça a pu être le cas avec Mbappé, que forcément à 20 ans, 21 ans, tu es déjà un joueur fini et tu es censé être un joueur confirmé. Non, ta carrière est encore longue. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps à ces joueurs-là d'emmagasiner de l'expérience aussi.
et pas forcément les couler. 50 buts à 21 ans, c'est très bien, Nico Hamskas. Oui, non, mais déjà, en termes de stats, Eli Wahi, c'est plutôt costaud. Après, ce qu'il y a, c'est que Eli Wahi aussi a joué à Montpellier. C'est pas la même pression, c'est toujours pareil, on en revient au même, hein, avec Lilian Brassier. Lilian Brassier a connu à peine Rennes un petit peu à ses débuts, et puis après c'était Brest, donc c'est pas le même environnement, c'est pas la même pression, tout le monde vous le dira, même si t'as beau être préparé, tu sais à quoi tenir, une fois que tu le vis, c'est compliqué. Eli Wahi, il avait la folle envie de venir jouer à l'OM cet été. Premier match, il rate 4 buts, il se prend une bronca, donc là aussi psychologiquement c'est dur de se remettre de ça derrière. Et on n'est pas là non plus pour toujours excuser et dire les pauvres footballeurs, mais ça fait partie du jeu. C'est pas forcément toujours évident d'avoir cette pression-là, donc il faut la vivre, il faut aussi... et c'est pour ça que d'avoir un attaquant comme Mopé à côté de lui, qui est capable aussi d'avoir cette expérience-là, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que pour l'instant, Mopé n'a pas forcément toujours convaincu aussi quand il a joué. Nacho, t'es confiant pour le match contre Lens et leur gros pressing? Mais à voir s'ils vont nous presser haut, cette équipe lensoise. Pour l'instant, c'est une équipe qui est aussi pas forcément, parce qu'on parle de l'OM qui est en difficulté, mais l'équipe de Lens, c'est pas forcément une équipe qui a brillé depuis le début de la saison. Alors, elle avait très bien commencé en remportant ses 2 premiers matchs, mais depuis, c'est que deux victoires, hein, donc... elle reste, et puis il me semble qu'à domicile c'est pas l'une des meilleures équipes non plus, donc voilà, c'est une équipe qui a du mal à marquer, c'est l'une des pires attaques de Ligue 1. En revanche, à côté de ça, c'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1, donc ça va être un match difficile. Je veux pas te dire que je suis hyper confiant, parce que je pense pas qu'on va passer à un match comme contre Auxerre, par exemple, où ça a été laborieux dans le jeu, à un match ultra abouti. Je pense que ça va se faire étape par étape, honnêtement. Je pense que déjà, ce qu'on avait vu contre Nantes, c'était plutôt intéressant dans le jeu, et je pense il va falloir se baser là-dessus, notamment dans les transmissions de balles, dans la rapidité, dans le mouvement qu'il pouvait y avoir. Mais voilà, donc je vois pas forcément l'OM faire un match ultra abouti du jour au lendemain. Donc je m'attends à un match difficile, mais c'est un match qu'il faudra gagner dans tous les cas. Donc te dire que je suis hyper confiant avant de jouer Lens, non, parce que par rapport à notre dernière prestation, mais te dire que je suis confiant et que j'ai confiance en Roberto De Zerbi encore cette saison, et en notre effectif, oui, pour progresser. Donc, mais sur le match de Lens, honnêtement, si on reste évidemment focus là-dessus, j'irai pas parier une victoire de l'OM, en tout cas aujourd'hui. Mais ça sera un match difficile, ça c'est certain. Ouais, non, ils sont très décimés, mais après Auxerre était très décimé aussi, hein, mais c'est vrai que Lens, il va leur manquer Frankowski, Cabot, ils vont avoir, il me semble aussi, Kuzanov qui sera pas là, qui est suspendu, Gradit, Jonathan Gradit et Aguilar. Ça fait quand même pas mal d'absences, donc ça fait pas mal d'absence. Pour toi, tiens, on a bien fait, je vais prendre un dernier message, et puis après on va se quitter. De toute façon, on se retrouvera demain, donc on aura le temps de reparler de tout ça, et de ce match de Lens, et on se retrouvera vendredi également pour notre plus grand bonheur. Je vais prendre le dernier message de Miradi Kawiti sur YouTube, qui me dit: pour toi, on a bien fait de faire partir Jonathan Clauss. Moi, je pense que oui. J'ai vu quelques matchs de l'OGC Nice, ça reste toujours le même joueur qui a une qualité de pied au-dessus du lot quand même, malgré tout, qui est offensivement toujours assez intéressant, mais défensivement il est tellement inquiétant que aujourd'hui c'est pas un joueur qui me manque, honnêtement. Jonathan Clauss, il s'est blessé, il me semble, en plus pendant ce rassemblement avec l'équipe de France. Non, je pense qu'il fallait s'en séparer. On parlait aussi de mentalité, de gagnant. Il n'a pas forcément toujours adopté la bonne attitude. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs comme ça. Le fait d'être aussi dans cette sphère et dans l'environnement marseillais, tu discutes aussi beaucoup avec beaucoup de gens. Tu te rends compte aussi que
as certains joueurs que peut-être tu voyais très bon, tu comprenais pas forcément pourquoi ils ne jouaient pas, et puis en fait quand tu discutes un petit peu, tu comprends que voilà, les attitudes n'étaient pas bonnes. Donc c'était sûrement le cas de Jonathan Klaus, ça a été le cas d'autres, notamment un Brésilien qui a marqué d'ailleurs avec le Brésil cette nuit, un Gerson par exemple, qui a causé beaucoup de tort dans un groupe. Donc voilà, c'est pas des joueurs comme ça qui vont me manquer. Non, je pense qu'il faut des joueurs avec un état d'esprit irréprochable. Donc voilà. Albo Marseille, tiens, qui me demande, est-ce que Merlin a joué avec l'équipe de France? Non, mais Merlin a joué, est resté à Marseille, Albo. Il est resté à Marseille. D'ailleurs, on a pu le voir à l'entraînement une nouvelle fois avec Loïc Lachaud. Il était plutôt en jambes et plutôt en forme, donc il a pu s'entraîner normalement. Donc ça va mieux. Il n'y a pas forcément eu de blessure. Donc il n'est pas parti avec les Bleuets. Il n'est pas parti avec les Bleuets. Bon, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour ce matin. On se retrouvera de toute façon demain, donc on aura le temps de revenir un peu plus en profondeur sur ce match-là contre Lens. Je vous donnerai peut-être aussi ma compro probable, qui joue aussi en attaque. Je vais réfléchir aussi à la question Wai Mopé, pourquoi pas. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous retrouver ce matin dans l'OM au Café, que ce soit sur YouTube. Donc je l'ai dit, hein, n'hésitez pas sur YouTube à mettre un petit pouce, ça permet de nous soutenir aussi, d'être bien référencé sur YouTube et d'être en haut de la liste, comme on dit. Donc si vous aimez bien nos émissions, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça sera un soutien de taille. Et puis je vous remercie encore une fois dans le chat Twitch, parce que vous avez été très bon à demain, Lopsy, même si on n'est pas souvent d'accord sur Aminarit, on est quand même d'accord sur pas mal de sujets. On se retrouvera donc demain, prenez note, à 11h pour l'OM au Café, et puis il y aura le soir le talk show à 18h, et puis on se retrouvera encore, ce sera encore moi vendredi allez, je vous prépare un petit quiz avant Lens OM pour finir cette semaine en beauté et en légèreté. Passez une très très belle journée et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.